SIDED du Lot, c'est le syndicat mixte d'énergie et de déchets du Lot, avec Stéphane Magot, qui est à la fois le président du SIDED, administrateur d'Amorce, et je tiens à le préciser aussi, vice-président des COFOR 46, et qui siège également à la Fédération nationale des COFOR. C'est ça? Et du CIB aussi. Combien de casquettes? Mais c'est dingue! La nuit? Oui, passer la zapette. Il est là? Je cherche la zapette. Ah, il est là. Zapette et micro, les deux. Donc bonjour à tous. Donc j'ai bien retenu que le thème de l'innovation est au cœur de nos échanges aujourd'hui. Donc j'ai malgré tout brossé ce qu'est le SIDED, donc syndicat départemental qui regroupe l'ensemble des collectivités du département du Lot. Donc une compétence historique autour du traitement des déchets. Très vite, parce qu'on est gestionnaire des 29 déchetteries départementales, on a pris conscience de la ressource que constituaient les bois classe A, palettes et récalcitrance. Non, ici, il faut appuyer bien au milieu de la grosse pastille verte. Bon. Benoît, tu m'as dit qu'elle fonctionnait, cette zapette. Merci. Donc syndicat départemental, 280 employés à ce jour. Il y a les moyens en régie de faire avancer ou pas? Oui, c'est ce que j'ai essayé d'obtenir. Ça ne devrait pas tarder. Compétences historiques déchets, compétences bois énergie, donc autour d'un premier réseau de chaleur qui a démontré la faisabilité de la valorisation des bois classe A. Et ensuite, donc, des prises de compétences en matière toujours environnementale, exploitation, assistance en matière d'eau, d'assainissement, suivi et gestion des eaux naturelles. Donc 280 salariés, 50 métiers dans la collectivité, une volonté de mutualisation à l'échelle départementale très tôt, eu égard bien sûr au vivier que constituaient toutes ces compétences professionnelles. EPIC, établissement public industriel et commercial, donc géré par des élus, mais avec des salariés de droit privé, ce qui nous rapproche du fonctionnement de l'entreprise, une double certification ISO 9001, ISO 14001. Ça me rassure, c'est pas comme moi. Voilà, on peut passer à la suivante du coup. Je parlais de mutualisation à l'échelle départementale. C'est un gag. Donc voilà, vous voyez la carte des équipements. Une logistique donc, qui est gérée à l'échelle départementale, à la fois bien sûr pour gérer les flux sur nos 29 déchetteries, 2 centres de tri, donc les déchets recyclables, ce qui est surdimensionné par rapport à la capacité, aux besoins du département, mais il se trouve fort heureusement qu'on a une convention signée pour 26 ans avec nos voisins de la Corrèze. Les déchets de 70% de la Corrèze sont triés dans le Lot et les camions repartent à plein avec des ordures ménagères résiduelles ou des refus de centres de tri pour être valorisés énergétiquement à Saint-Pantaléon-de-l'Arche en Corrèze, voilà, dans le cadre d'une UVE qui est en cours de reconstruction. Donc un partenariat gagnant-gagnant qui nous consolide, qui nous donne une visibilité inespérée aujourd'hui dans une collectivité. Quand on décide d'investissement, 25 ans de lisibilité, c'est inespéré. Ça permet de se concentrer sur d'autres aspects, toujours dans le sens du service rendu à nos adhérents. Donc, concernant la compétence réseau de chaleur qui arrive, ça ne va pas tarder, au-delà de l'étude d'opportunité qui est réalisée par l'ALEC, Quercy Énergie, après on prend la main au niveau de l'étude de faisabilité, et puis bien sûr on bâtit le plan de financement. Entre-temps, bien sûr, on sensibilise toujours plus, on essaye de densifier au maximum de manière à pouvoir accorder un maximum d'abonnés de façon opportune au moment de la construction, de ne pas avoir à y revenir par la suite, mais comme font tous ceux qui construisent des réseaux de chaleur. Et surtout, on a la particularité de les exploiter en régie, ces réseaux de chaleur. Donc aujourd'hui, on en a une quinzaine dans le département, de puissance très variable. La plage de puissance, voilà, on doit être de 300 kg pour la chaudière la plus petite, à du 3,5 mégas en 2 chaudières sur le réseau le plus important.
Une perspective de développement pour l'avenir, donc puisqu'on a élaboré un plan chaleur renouvelable 2030, donc c'était en 2020, à un horizon de 10 ans, qui amènerait à construire à peu près autant de réseaux de chaleur que ceux qu'on exploite actuellement, et qui du coup générerait un besoin de l'ordre de 14 000 tonnes supplémentaires de plaquettes pour les alimenter. Alors on peut avancer, on peut passer à la diapo suivante. Oui, ce qui était mis en exergue là, c'est toujours dans une logique de mutualisation, c'est qu'on a un tarif départemental, bien sûr qui est modulé en fonction de la plage de puissance, notamment de l'échangeur qui est mis à disposition de l'abonné, mais il y a une sécurisation tarifaire à travers cette grappe de réseau, puisque pour tous les exploitants de réseaux de chaleur, vous savez très bien qu'il y a la durée de vie théorique des équipements, puis de temps en temps, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des réfractaires à remplacer, il y a des pompes qui lâchent, et ainsi de suite. Et quand vous avez le tarif qui est bâti à l'échelle d'une seule unité, ça rend le modèle très fragile. Donc les perspectives du plan, je le disais, c'est de doubler. Bien sûr, le nerf de la guerre, c'est le financement, donc le fonds chaleur, essentiel pour nous sur les réseaux qui remplissent les critères de densité thermique. Donc là, bien sûr, là, je prenais la casquette amorce, on veillera à passer les messages pour que les crédits, alors déjà, permettent à l'ADEME de fonctionner correctement, que bien sûr le fonds chaleur soit abondé à hauteur des ambitions qui sont fixées en matière de développement de la biomasse. Mais on a aussi le souci de développer des petits réseaux de chaleur en secteur rural qui ne remplissent pas les critères de densité thermique, qui ne sont pas éligibles au fonds chaleur. Et pour cela, on s'est rapproché du département du Lot, qui, dans son souci d'aménagement équilibré du territoire, accepte de soutenir financièrement, de subventionner des petits réseaux de chaleur. Voilà. Donc on va réaliser un tout prochainement qui, en gros, dessert un collège et un EHPAD, et donc qui n'est rendu possible que grâce à cette aide du département. La logique d'approvisionnement, donc c'est un rayon d'approvisionnement de 50 km par rapport à nos réseaux. Et comme je le disais, ce plan chaleur produit à mobiliser 14 000 tonnes supplémentaires. Notre robustesse, notre résilience tient à la diversification de l'approvisionnement. Vous le voyez ici sur ce graphe. On a de façon classique, dans une logique d'utilisation hiérarchisée des bois, des sous-produits de l'industrie du bois à hauteur de 20 et quelques %, de l'achat de plaquettes forestières, donc près de 27%. On a aussi de l'extraction depuis les déchets verts donc, qui sont collectés sur notre réseau de 29 déchetteries dans le département. En 2010, lorsque l'arrêté d'interdiction de brûlage des déchets verts par les particuliers a été mis en œuvre par la préfète, on a vu du jour au lendemain passer nos apports de 9 000 à 17 000 tonnes en déchetterie. On s'est mis à composter tout ça, même le compost rétrocédé gratuitement aux particuliers, on n'arrivait pas à l'évacuer. Il a fallu financer des opérations d'évacuation de compost sans valorisation, donc c'était dramatique. Du coup, on a travaillé un process de broyage, criblage, d'affinage qui s'est affiné au fil des ans pour valoriser la fraction ligneuse donc, de ces déchets verts qui représentent aujourd'hui, vous le voyez, 2600 tonnes sur la Pro. Palette et cagette, ça bien sûr, c'était le flux historique, ces bois classe A, donc on récupère sur nos déchetteries. Les chantiers d'élagage aussi, on travaille depuis plusieurs années avec le département du Lot, en élagage bord de route départementale. Bon, ça concourt à sécuriser les parcours et à prolonger la durée de vie des revêtements. Ce sont des opérations qui se font en route fermée, avec un lamier du département et puis un tracteur broyeur du CIDED qui nous permet aussi de rapatrier cette marchandise sur nos bases de valorisation. On en a 3 dans le département. Et on a aussi 2 communautés de communes avec qui on travaille sur le même type de chantier. Et bien sûr, il y a un potentiel énorme, puisque les routes départementales de l'Aude, c'est un réseau de 4 500 km. Alors, toutes ne sont pas concernées par des surplombs boisés, mais il y en a une bonne partie. Et le réseau des routes communales intercommunales, c'est 9 000 km. Donc là aussi, dans une proportion à peu près de 50% qui serait à traiter. On a une petite idée de ce qui vient des villes, des grosses agglomérations? Alors, grosses agglomérations, dans le Lot, c'est vite dit, hein, c'est au Cahors 20 000 habitants, la préfecture, après c'est Figeac 10 000. On est sur une logique, voilà, que je parlais tout à l'heure un petit peu du périurbain, par contre, oui, c'est lotissement et ainsi de suite, les gens ont très facilement des arbres isolés, des haies et ainsi de suite, qui sont à l'origine d'une partie des déchets verts collectés à travers notre réseau de déchetterie. En secteur rural, c'est souvent un peu plus diffus, les gens trouvent des solutions. À noter quand même que les collectivités souvent ne sont pas très exemplaires dans la recherche de solutions de valorisation in situ de leurs déchets verts. Et assez facilement, on voit des employés communaux qui débarquent à 16h45 à la déchetterie pour vider la benne et saturer la benne et rendant le service plus difficilement accessible aux particuliers le samedi matin. Donc ça, ce sont des soucis de logistique, mais c'est du vécu. Très bien. Ressources bois. Ressources bois, donc les perspectives.
Donc ça, c'est le processus un petit peu de valorisation de la fraction des déchets verts. J'avais déjà eu l'occasion de le présenter dans d'autres contextes, mais comme on est dans l'innovation, il faut se projeter sur l'avenir. Donc l'avenir concernant cette fraction, c'est de mobiliser plus de partenaires, donc plus de communautés de communes, plus de gestionnaires de réseaux, sous cet aspect élagage, mais aussi, ce qui est novateur, sous l'aspect mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. Donc ça parle beaucoup plus aux élus du sud du territoire, mais rassurez-vous, avec des isothermes qui remontent de 20 km par an, tous les 10 ans, on remonte de 200 km, donc bientôt, même en Normandie, il y aura le climat de l'arc méditerranéen. Alors, en fait, on peut en sourire, mais ça fait pas rire les élus, parce que les obligations légales de débroussaillement, c'est sacrément enquiquinant. Ça s'impose à tout particulier qui a un bien qui est générateur d'un risque, lorsqu'il est situé à proximité d'un massif boisé. Et bien sûr, le shérif dans cette affaire, c'est le maire. C'est lui qui est chargé de faire mettre en œuvre les obligations légales de débroussaillement. Autant dire qu'il n'y a rien de mieux pour se fâcher avec ses administrés, qui au passage sont aussi des électeurs. Donc, il s'agit de faciliter les choses à nos adhérents, à nos élus, et d'imaginer quelque chose de mutualisé, d'articulé, qui embarque aussi les entreprises de travaux agricoles, qui embarque les agriculteurs, qui embarque les CUMA, pour mobiliser un parc de matériel à même de mettre en œuvre ces obligations légales de débroussaillement. On vient de conduire une opération expérimentale avec le département du Lot, donc qui est obligé, au titre d'un plan de massif de défense de la forêt contre l'incendie, en moyenne vallée du Lot. Le SDIS a d'abord travaillé à identifier sur un petit périmètre 80 km de réseau de voies départementales considérés comme prioritaires pour la sécurité des populations et pour les interventions. On a fait un galop d'essai sur 430 mètres linéaires. Vous voyez, c'est peanuts. On a récolté 70 tonnes de plaquettes brutes qui, en produits finis, seront réduits à peu près à 45 tonnes, livrables dans nos chaufferies. On a un coût de revient aujourd'hui, intégralement supporté par le CIDED, qui nous amène au double du coût de revient de la plaquette forestière. Donc c'est clairement pas compétitif, on ne va pas pouvoir faire ça partout dans le département. Par contre, on a d'ores et déjà identifié des pistes d'amélioration, des leviers, qui nous amènent, en conditions idéales de chantier, à atterrir au tarif quasiment de la plaquette forestière. Donc là, quand on parle de mobilisation de ressources supplémentaires, quelque chose qui aujourd'hui peut être vécu comme une obligation, comme une charge financière pour la collectivité, mais finalement ça amène à considérer un gisement beaucoup plus large, où se pose beaucoup moins la question de l'acceptabilité par les populations du fait de couper de beaux arbres vivants et ainsi de suite. On est vraiment sur la gestion d'un risque. Donc il y a quelque chose à bâtir, on va y travailler. Et je vois en fait en ce potentiel quelque chose de rassurant pour les élus, parce que comme je vous disais, pour un maire, franchement, faire appliquer les OLD, c'est la peste, c'est insupportable. Et en termes d'acceptabilité des populations, là aussi, il y a quelque chose, il y a une inculturation à apporter. Juste pour brosser, parce que quand on vous parle du Lot, vous pensez pas, on n'est pas les Ardennes, vous ne pensez pas à un territoire forestier. Donc sur 500 000 hectares de territoire, il y a 250 000 hectares de forêt, donc la moitié du territoire. Une forêt paysanne, une forêt héritée. 66 000 propriétaires forestiers différents dans le département du Lot. 3/4 des propriétés font moins d'1 hectare. Donc si vous voulez vous mettre en quête d'écrire à tous les propriétaires forestiers, je ne vous dis pas la gabegie de temps, d'énergie que ça va nécessiter. Donc il faut à un moment donné que les collectivités imaginent des dispositifs innovants pour finalement sécuriser les populations, pas à l'insu de leur plein gré, mais en tout cas de façon à ne pas avoir à les mobiliser individuellement. Et ce faisant, on concourt donc à l'acceptabilité. On le fait à travers des plans d'action. On a une particularité, le Lot aussi, on est intégralement couvert en charte forestière de territoire. On est le seul département de France intégralement couvert. Quelques années en arrière, une charte forestière, ça se raisonnait à l'aune du gisement forestier du territoire. C'était le cas sur le territoire dont je suis issu. Et puis j'ai pris mon bâton de pèlerin à la fin du mandat précédent, en allant faire toucher du doigt mes confrères élus, que finalement, même sur un territoire où il n'y a pas beaucoup de haies, pas beaucoup d'arbres, pardon, mais il y a simplement des haies, quelques arbres isolés, quand on parle de gestion du ruissellement des eaux, quand on parle d'aménité des services environnementaux rendus par le végétal, mais sur chaque territoire, il y a des actions à déployer. Et aujourd'hui, la mayonnaise est en train de prendre et effectivement, on se rend compte que si tout le monde y met du sien, je pense qu'on a encore un bel avenir. Et un tout dernier point, donc on a le PETR Nord, mais ça peut-être Jean-Michel en dira un mot tout à l'heure. Le PETR, donc Quercy-Vallée de la Dordogne, a répondu à un appel à projet lancé par l'ADEME sur la valorisation de la haie paysanne, la haie agricole,
où là, il y a bien sûr un enjeu de soutien de la biodiversité, confortation de la biodiversité, mais aussi des perspectives de récolte dans quelques années, lorsque ces haies auront été implantées, demanderont à être entretenues, à récolter une fraction qui peut être valorisée en bois énergie, là où aujourd'hui l'agriculture, dans le Lot du moins, du fait que c'est un territoire d'élevage, est surtout sensible à un déficit en paille. C'est-à-dire qu'ils veulent substituer du broyat au fait de devoir acheter de la paille. La paille, aujourd'hui, ça s'achète en mauvaise saison, et il y en a souvent en agriculture autour de 100 € la tonne sur nos territoires. Donc vous comprenez bien que souvent, cette forêt paysanne, l'éleveur qui a aussi du taillis et ainsi de suite, il peut être tenté de substituer ça à la paille. C'est peut-être dommage de tout envoyer en litière et ainsi de suite. Il y a une fraction qui peut faire du bois énergie. De la même manière que nous, on renvoie vers l'élevage le définage de nos plaquettes en sous-couche de litière, on peut imaginer des partenariats gagnant-gagnant où une partie de la plaquette irait alimenter les réseaux de chaleur, toujours dans une logique d'acceptabilité de cet écosystème. Ça rendrait service aussi à l'agriculture, qui est un peu stigmatisée des fois comme étant un petit peu en train de torpiller l'environnement. Mais là, ça serait l'occasion de montrer aussi que les exploitations agricoles, les parcs de matériel dont ils disposent peuvent être mis au service des collectivités. Merci pour cette présentation.